Siyata Dishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Ain Bet, nous commençons à la troisième ligne, Tanu Rabbanan. Toujours dans la Sugya du Israël qui a prêté ou qui emprunte de l'argent d'un non-juif avec intérêt. La Gemara nous rapporte ici une Braïta Tanu Rabbanan, Israël Shelava Maot Minanochi Beribit, un juif qui a emprunté d'un non-juif de l'argent Beribit. Le Israël emprunte 100 et il doit rembourser au non-juif 110. Vezakfan alav bemilva. Par la suite, nous dit Rashi, il a compté donc le ribit, ça pourrait être en pourcentage par rapport à l'année. Ils ont calculé quel était le montant du ribit, et le Israël a dit au non-juif, donc je te dois à ce jour tant d'argent, et cette somme inclut le capital, ainsi que le ribit. Et il a même écrit un shtar sur un papier, je te dois tant. Venez de Gaïer, et le non-juif s'est converti. Est-ce que ce guerre, ce converti, peut maintenant récupérer toute la somme, c'est-à-dire les 110, les 120, qui inclut le ribit, l'intérêt aussi, ou peut-être pas, étant donné que c'est un intérêt et qu'aujourd'hui il s'est converti, c'est un juif. Alors la Braïta nous dit Mkodem shenet gayer, Zakfan alav b'milva, si avant de s'être converti, ils ont fixé ensemble quel était le montant. Et le Israël a dit au non-juif, donc je te dois tant. À ce moment-là, govet akeren de govet aribit. Même après sa conversion, le non-juif peut tout prendre, puisque c'est-à-dire le non-juif qui est devenu juif, pourra tout prendre, étant donné que c'est comme si c'est un nouveau prêt, une nouvelle alva'a, du montant, du keren et du ribit. Mais si c'est après la conversion de ce non-juif qu'ils ont fixé le montant, là dans ce cas-là, govet a keren de no govet a ribit. Il ne peut prendre que le keren, mais pas l'intérêt, étant donné que cet intérêt a été calculé après la conversion de ce non-juif. Inversement, nous dit la Braïta Veren Nochi Shelava Maot mi Israël, un non-juif qui emprunte de l'argent d'un Israël, Beribit avec intérêt. Et nous allons voir que le non-juif s'est converti. Vezakfan alav bemilva. Ils ont fixé quelle était la somme que le non-juif devait au Israël. Et ils ont donc écrit un shtar à ce jour, je te dois tant. Venez de Gaïer, et le non-juif s'est converti. Est-ce que le non-juif peut payer cet intérêt? Là, on va dire aussi, sur le même principe, c'est avant la conversion qu'ils avaient fixé le montant et qu'ils avaient considéré que le tout est maintenant un nouveau emprunt. Govet akeren de govet aribit. Il pourra, le Israël, prendre de ce non-juif le capital et aussi le ribit, l'intérêt, puisque c'est comme si le non-juif lui devait ce jour-là telle somme, et après sa conversion, l'Israël pourra tout prendre. Mais si c'est après la conversion du non-juif qu'ils ont calculé et que Zakfan alav bemilva, là dans ce cas-là, govet akeren veno govet aribit. L'Israël pourra prendre le capital, mais ne pourra pas prendre l'intérêt, sinon c'est prendre l'intérêt d'un juif. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé n'est pas d'accord, il nous dit que Nochi shelava maot mi Israël beribit. Si c'est un non-juif qui a emprunté de l'argent d'un Israël avec intérêt, eh bien nous dit Rabbi Yossi benkar ou benkar govet akeren ve govet aribit. Dans tous les cas, le Israël pourra prendre le capital et devra prendre aussi l'intérêt. Même si Zakfan alav bemilva, après la conversion du non-juif, malgré tout, le Israël prendra l'intérêt. Pourquoi? Nous allons voir tout de suite quelle est la raison. Amar Rava, Amar Rafrizda, Rafrizda du nom de Rafrizda, Amar Ravuna au nom de Ravuna. Alacha que Rabbi Yossi, l'alacha est comme Rabbi Yossi. On remarquera que cette marloquette entre Rabbi Yossi et Tanakama est seulement dans le cas où le non-juif a emprunté, et non pas lorsque le Israël a emprunté du non-juif. Alors pourquoi, d'après Rabbi Yossi, il n'y a pas de différence avant la conversion ou après la conversion? Benkar ou Benkar, il pourra prendre l'intérêt. Amarava Maïtama de Rabbi Yossi, Rava nous explique quelle est la raison de Rabbi Yossi, qu'était chez le Yombrou Bishvil Maotav Nedgayerze, pour ne pas qu'on vienne à dire que c'est pour son argent que ce non-juif s'est converti. C'est-à-dire que si, c'est ainsi que pense Rabbi Yossi, si on laisse la possibilité aux non-juifs
de par la conversion, de ne pas payer le ribit, l'intérêt, si demain il se convertit, peut-être que des gens viendraient dire qu'il s'est converti parce qu'il ne voulait pas payer cet intérêt. Donc c'est pour cela que dans tous les cas, nous dit Rabbi Yossé, même s'il s'est converti et qu'ensuite, Zakfan alav b'milva, ils ont calculé la somme que le non-juif devait au Israël, malgré tout il devra payer et il n'y a pas de problème de ribit, puisque c'est Midera Banan. Pourquoi? Pour qu'on ne dise pas Bishvil Maotav pour son argent, Nidga Yerze, celui-ci s'est converti. La Gemara poursuit Tanoura Banan avec une autre braïta. Shtar shekatuv bo ribit. Un shtar dans lequel c'est marqué que Réhouven a prêté tant à Shimon, et Shimon s'engage à rembourser la somme et un ribit. Donc dans le shtar, c'est marqué Réhouven prête 100, Shimon s'engage à rembourser 110. Konsin oto, veno govelo et akeren velo et ribit d'ivri Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, nous allons imposer une amende, un knas, et ce shtar ne sera pas valable ni pour prélever le ribit, bien entendu, mais même pour prendre le capital. Shimon n'est pas tenu, à cause de ce shtar, de payer le keren. Ce shtar est pasoul, et donc Réhouven ne pourra pas, par ce shtar-là, réclamer même le keren, la somme qu'il a prêtée. Les Chachamim disent que non. Le ribit, il ne peut pas prélever, mais le keren, il peut le prendre. Quelle est leur marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim? Rabbi Meir savar kansina netera mishum bisura. Rabbi Meir pense qu'il y a là un knas du éther de ce qui est permis, c'est-à-dire le keren, à cause du issour, à cause du ribit. Si on lui permet de prendre le keren, il risque aussi de prendre le ribit, donc on va tout lui interdire. De Rabbanan savrelo kansina netera mishum bisura. Les Chachamim pensent qu'on ne fait pas de knas du éther à cause du issour. Tnanatam, la Gemara poursuit, nous rapporte une Mishnah. C'est marqué que shtarechov amugdamim psulim. Un shtarechov, un acte de prêt. Amugdamim, où la date qui est marquée dans le shtar est une date antérieure à la date du prêt. C'est-à-dire que dans le shtar, c'est marqué Réhouven a prêté à Shimon le premier Nissan, alors qu'en vérité, Réhouven n'avait prêté à Shimon que le premier Iyar. Puisque le shtar est mugdam, ce shtar est pasoul. Mais si le prêt a eu lieu le premier Nissan et la date du shtar est du premier Iyar, donc un mois plus tard, là dans ce cas-là, le shtar est kasher. Et pour quelle raison un shtar mugdam est pasoul? Parce que lorsque on écrit sur un shtar que Réhouven a prêté de l'argent le premier Nissan, les biens de Shimon qui a emprunté sont hypothéqués pour cette dette. Si demain Shimon n'a pas de quoi rembourser, Réhouven prendra les terrains de Shimon. Et si Shimon a entre-temps vendu ses biens, a vendu ses terrains, Réhouven pourra aller chez les acheteurs et leur arracher, pour garder le terme d'Agma litrof, arracher le terrain, litrof minalekuchot, étant donné que le terrain était hypothéqué pour la dette de Réhouven. Celui qui a acheté un terrain se devait de faire attention, de se renseigner est-ce que le terrain n'était pas hypothéqué. Et donc c'est pour cela qu'un shtarchov mugdam est pasoul. Parce que si dans le shtar c'est marqué que le prêt a eu lieu le premier Nissan, alors qu'en vérité le prêt n'a eu lieu que le premier Iyar, un mois plus tard. Les terrains hypothéqués de Shimon ne sont hypothéqués qu'à partir du mois de Iyar, puisque c'est le jour où il a emprunté. Si Shimon a vendu des terrains entre le premier Nissan et le premier Iyar, Réhouven ne pourra pas faire de saisie sur ces biens, puisque ces biens ont été vendus avant le prêt, donc avant qu'ils soient hypothéqués. Mais si dans le shtar c'est marqué le premier Nissan, Réhouven va utiliser ce shtar pour prendre les terrains que Shimon aurait vendus entre le premier Nissan et le premier Iyar, et il va prendre ces terrains chez l'Okadi, il n'a pas le droit de les prendre. C'est pour cela qu'un shtarchov mugdam est pasoul. Et donc la Gemara continue et pose la question. Mugdamim amay psulim. Pourquoi un shtarchov mugdam est pasoul? Neidelo gabu mizman rishon nigmu mizman sheni. C'est vrai qu'ils ne pourront pas, grâce à ce shtar, prendre les terrains
depuis le premier Nissan. Mais au moins, grâce à ce shtar, ils pourront faire une saisie, Reuven pourra faire une saisie sur les terrains Mizman Sheni, c'est-à-dire à partir de la deuxième date, de la date où il a prêté cet argent. Donc pourquoi va-t-on dire que le shtarov mugdam est pas soul? On devrait pouvoir au moins utiliser ce shtar pour le shiboud à partir du premier iyar. Lorsque nous avons des témoins qui nous disent que c'était le premier iyar, et les terrains ont été au moins hypothéqués à partir de ce moment-là, puisque les terrains ne sont hypothéqués que lorsque c'est une milva bishtar, c'est-à-dire un emprunt qui a été marqué sur un shtar, sur un papier. Donc de cette Mishnah, nous avons une question sur les Chachamim. On voit que on fait un knas et que le shtar tout entier est pas soul. On ne dira pas qu'on peut l'utiliser en partie. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish nous dit, ce n'est pas une question, il n'y a pas de contradiction. Cette dernière Mishnah est effectivement l'objet d'une machloket, et l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir qui pense qu'on fait un knas eter mishum yisur, donc le shtar tout entier est pas soul. Mais c'est vrai que d'après les Chachamim, dans le cas d'un shtarov mugdam, le shtar aurait été kasher, au moins, pour pouvoir faire une saisie à partir du premier iyar. Rabbi Yochanan amam, Rabbi Yochanan dit, afilu tema rabanan. Rabbi Yochanan dit qu'on peut expliquer cette Mishnah même d'après les Chachamim. Et même d'après les Chachamim, un shtarov mugdam est pas soul, il est entièrement pas soul, on ne pourra pas prendre même à partir du premier iyar. Pourquoi? Gzera shemaïgva mizman rishon, c'est une gzera. De peur qu'il risque de faire une saisie depuis la première date, c'est-à-dire depuis le premier Nissan dans notre cas. Et Rachid nous explique, puisque parfois, les gens ne vont pas faire attention quel était le moment de la halva, le moment exact de la halva, ils ne vont pas lui dire à quel moment tu as prêté ton argent, peut-être que moi j'ai acheté le terrain juste avant. Donc pour ne pas qu'on arrive à ce problème et à prendre un terrain chez l'Okadin, les Chachamim dit qu'il était entièrement pas sourd. La Gemara nous rapporte ici le cas de Haoug Avra, un homme, des Mashkiné Pardissa les Chavre, qui avait laissé en Mashkon, contre un prêt, Pardissa, son jardin, ses vignes, les Chavre, à son ami. Donc il avait emprunté de l'argent, et il avait laissé en Mashkon ses vignes. Achla Tlat Shene, pendant 3 ans, celui qui lui avait prêté cet argent, et donc qui avait reçu en Mashkon en gage le Pardes, c'est-à-dire les vignes, avait consommé 3 années les fruits de ce jardin. Le Bach rajoute, en vérité, il avait prêté pour 10 ans. Donc il devait garder le terrain 10 ans. Au bout de 3 ans, à Marley, il se tourne. Donc celui qui a prêté, qui détient aujourd'hui le terrain, se tourne vers celui qui a emprunté, vers le propriétaire du terrain, et il lui dit « Si tu me le vends ce terrain moutaf, très bien. Et sinon, alors je vais cacher le shtar mashkanta. Le shtar comme quoi ce terrain m'a été déposé en tant que mashkon et que j'ai le droit de manger les fruits. Et je vais dire, je vais dire simplement que ce terrain j'ai déjà acheté de chez toi. Et puisque j'ai déjà mangé 3 années de chazaka, je n'ai pas besoin de garder mon shtar, c'est-à-dire le shtar que je prétends avoir, lorsque je vais dire que je l'ai acheté de chez toi, on me demandera mais où est le shtar, je dirai au bout de 3 ans, je ne suis pas obligé de garder le shtar. Donc puisque j'ai une chazaka, je vais garder le terrain et je vais dire que ce terrain, je l'ai acheté déjà. Donc de toutes les manières, tu vas perdre ton terrain. Alors au moins que tu acceptes de me le vendre. Le propriétaire du terrain, Hazal, a voulu lui aussi ruser et a dit Kam akne lebno katan. Il l'a donné, il en a fait cadeau devant des témoins à son fils, à son propre fils. Et donc lorsqu'ensuite Ve'adar Zavnan y allait, il l'a effectivement vendu. Et lorsqu'ensuite celui qui lui avait prêté de l'argent montrera ce shtar comme quoi mais ce terrain je l'ai acheté, lui pourra amener ses témoins qui vont donc témoigner que le terrain il l'avait déjà offert à son fils auparavant, donc la vente est annulée.
Alors nous dit la Gemara Zevine Vadaï Lavuzvine. Il est évident que cette vente qui a eu lieu là n'en est pas une, puisque le terrain avait déjà été donné auparavant à son fils, et donc il n'est plus propriétaire pour vendre le terrain. Zouzé, l'argent de celui qui a acheté le terrain, est considéré comme milva bishtar d'amou. C'est comme un emprunt par un shtar. Puisque lorsque celui qui a acheté le terrain va savoir que le terrain avait été déjà donné auparavant à son fils, au fils de celui qui lui a vendu, donc il va réclamer son argent. Il va dire, tu me devais de l'argent parce que je t'ai payé ce terrain et que tu l'avais auparavant offert à quelqu'un d'autre, donc tu ne pouvais pas le vendre. Dans cet argent que je vais le réclamer comment? Minechassim meshubadim, c'est-à-dire que les terrains du propriétaire de cette mine sont aussi hypothéqués pour cette somme. Eh bien oui, nous disons sous-ek milva bishtar damo vegove minechassim meshubadim, il prendra même des biens meshubadim. Peut-être que pour que ça soit plus simple, on va redonner des noms. On va dire que Réhouven avait prêté à Shimon, et Shimon était le propriétaire des vignes, avait laissé ses vignes chez Réhouven. Ensuite, Réhouven a dit à Shimon, ou tu me vends le terrain, ou je dirais que ce terrain, je te l'ai acheté et que j'ai mangé les années de Chazaka. Shimon a offert auparavant le terrain à son fils, à son propre fils, et ensuite il a vendu le terrain à Réhouven. Réhouven a acheté le terrain, donc a payé contre ce terrain, contre ses vignes. Et ensuite, Réhouven, lorsqu'il a appris que le terrain avait déjà été auparavant donné, donc Shimon lui a vendu un terrain qui ne lui appartenait pas, Réhouven réclame son argent. Est-ce que Réhouven peut réclamer son argent et faire aussi une saisie sur les biens de Shimon, et même les terrains que Shimon a vendus après cette vente, après avoir vendu ses vignes à Réhouven, s'il avait des terrains donc, qui étaient hypothéqués pour la somme de la vente? Si il vend ces terrains, est-ce que Réhouven pourra prendre les terrains des acheteurs ou pas? Odilma que milva alpe damou, bien c'est comme milva alpe, comme un emprunt par moral, il ne prendra pas de nechassim meshubadim. Donc qu'est-ce que c'est que milva bishtar damé? Rachid nous dit parce qu'il a marqué, Shimon a marqué je te vends ce terrain be'acharayut sous garantie. Donc qu'est-ce que c'est comme milva bishtar ou milva alpe? Amar Abaye, Abaye nous dit v'la vainu de Ravasi, mais n'est-ce pas le cas de Ravasi? D'Amar Ravasi, Ravasi nous a dit modé bishtar shekadou en tzarech lekaimo. Vegovem ne mechassim meshubadim, c'est-à-dire que lorsqu'un homme reconnaît avoir écrit un shtar, le malvé n'a pas besoin, le malvé qui a prêté n'a pas besoin d'aller chercher des témoins, les témoins qui ont signé, et que ces témoins vont devoir ensuite authentifier leur signature. Ce n'est pas nécessaire puisque lui-même reconnaît avoir écrit le shtar. Si le lové reconnaît, le malvé n'a pas besoin d'apporter des preuves. Et donc là aussi, puisque Shimon reconnaît l'avoir vendu Bacharayut, même si ce shtar-là, nous explique Rashi, est annulé parce que la vente n'en était pas une, mais malgré tout, il n'est pas annulé par rapport à la Acharayut. Et donc, Gové, Minechassim Mishubadim, dans notre cas aussi, le shtar sera valable, puisqu'il reconnaît qu'il a vendu avec Acharayut, avec garantie. C'est vrai que la vente n'était pas valable, mais malgré tout, il reconnaît la garantie. Eh bien, il pourra prendre Minechassim Mishubadim. Ça, c'est la preuve que Abaye donne par cet enseignement de Ravasi. Mais Amarle Rava lui dit Midame, est-ce qu'on peut comparer les deux cas? Hatam li tanli katev, Hanun tanli katev, c'est différent. Là-bas, dans le cas de Modé Bishtar Shekadvo, c'était un shtar qu'on pouvait écrire. Ici, cette vente, ce n'était pas un shtar qu'on pouvait écrire, puisqu'il n'y a pas eu de vente, étant donné qu'il avait offert le terrain à son fils auparavant. Donc, puisque ce shtar est annulé, c'est-à-dire ne pouvait même pas être écrit, donc on ne peut pas dire que la garantie qui est marquée dessus, c'est-à-dire cette hypothèque qui est marquée dessus, ait une quelconque valeur. Hitiv Merimar vekamar le'ashmata Merimar a été ainsi, ou Midrash, et a rapporté cet enseignement, ce que Rava venait de dire. Amari Ravina le Merimar, Ravina dit à Merimar, si vraiment on va faire cette différence, comme le pense Rava, entre ce que Nitan Nikatev et non Nitan Nikatev, et là, Adam Rabbi Yochanan, ce que Rabbi Yochanan a dit, dans ce que nous avons vu auparavant, Gzera Shema Yigba Mizman Rishon, Rabbi Yochanan avait expliqué que lorsque nous avons un shtar mugda,
que la date du shtar est du premier Nissan, alors que le prêt a eu lieu le premier Iyar, Rabbi Yochanan avait dit qu'on ne pourra pas prendre même de la deuxième date et du premier Iyar. Pourquoi? Parce qu'il risque de prendre Mizman Rishon. Alors Nema, on n'a qu'à dire aussi, quel est le problème de Rabbi Yochanan? Il risque de prendre Mizman Rishon, mais on n'a qu'à dire Lonitan Likatev, c'est-à-dire la date du premier Nissan, on n'avait pas le droit de l'écrire. Et donc, puisqu'on n'avait pas le droit de l'écrire, donc le shtar tout entier doit être annulé. Et donc, on ne pourrait ni prendre du premier Iyar, ni du premier Nissan. Comment se fait-il qu'on considère qu'il va peut-être prendre Mizman Rishon? C'est que le shtar, même si on ne pouvait pas l'écrire, mais malgré tout, la partie valable du shtar reste et conservée. Hamarley lui répond à Rianstein, est-ce que tu compares les deux cas? Là-bas, dans le shtar Mukdam, il y a eu un prêt. Seulement, le prêt n'a pas eu lieu le premier Nissan, il y a eu le premier Tishri. Donc, on ne pouvait pas écrire le premier Iyar. On ne pouvait pas écrire du premier Nissan, mais le premier Iyar, on pouvait écrire. Alors que Acha, ici, dans cette vente, l'Onitan Likatev Klal, elle ne pouvait pas du tout être écrite. Cette vente n'existe pas, il n'y a pas eu de vente, puisqu'il avait offert le bien à son fils auparavant. Et donc, puisque ce shtar tout entier ne pouvait pas être écrit, donc on ne tient pas compte même du Shibud Nerasim, et donc il ne peut pas prendre des biens Meshubadim. Alors la Gemara continue, nous avons vu dans une braïta les Shvar Karkaot Ketsan, c'est-à-dire à propos du din de Shvar Karkaot, Rashi nous rapporte la Recha, on ne sort pas des Mechasim Meshubadim, la Chilat Perot ve les Shvar Karkaot Netikuna Olam, c'est-à-dire, la Braïta explique, Reuven a volé un terrain de Lévi. Ensuite, Reuven vend ce terrain à Shimon. Shimon a investi dans le terrain a pris de la valeur. Et donc ensuite, le propriétaire Lévi vient reprendre le terrain des mains de Shimon. Il prend le terrain tel qu'il est, comme nous l'avons vu dans le premier Pérec. Sheu Gové. Alors maintenant, Shimon se retourne vers Reuven et lui dit, Reuven, tu m'as vendu un terrain que tu avais volé qui ne t'appartenait pas. Eh bien, lorsqu'il vient se faire payer chez Reuven, Govet Akerem Nechassim Mishubadim, le prix du terrain, il prendra même des terrains que Reuven a vendus entre-temps, parce que tous les biens de Reuven étaient hypothéqués dès lors où il a vendu un terrain qui ne lui appartenait pas, mais le shvar, c'est-à-dire l'investissement de Shimon, la Govem Nechassim Nechorim, il ne pourra prendre que de Nechassim Nechorim de chez Reuven et pas des biens que Reuven a vendus. Pour quelle raison? Mipne Tikkun Haolam, comme Rachid nous l'explique, étant donné que les acheteurs ne peuvent pas se protéger d'une telle chose. Un acheteur peut faire attention lorsqu'il sait qu'il y a eu un terrain vendu par Reuven avec garantie. Donc l'acheteur d'un autre bien de Reuven va se dire attention, je dois être prudent. Si la première vente va être annulé parce que peut-être que Reuven avait volé ce terrain. Donc l'acheteur va se retourner vers Reuven, va réclamer la somme, le prix du terrain. Donc au moins je laisse chez Reuven le prix du terrain. Et donc il ne va pas acheter ce terrain. Si malgré tout il achète, donc il devra le donner à Shimon. Mais pour le shvar, en aucun cas il ne pouvait se protéger, étant donné qu'il ne savait pas quel était le montant que le terrain pouvait atteindre par le shvar, et donc il ne pourra pas prendre le shvar des nechassim mishpadim que des nechassim benechorim. Donc là, voici la question qui est posée. Nema, on n'a qu'à dire, l'on nitan likatev, que puisque ce terrain avait été volé par Reuven, donc Reuven a volé un terrain et a marqué à Shimon, je te vends ce terrain sous garantie, et on tient compte de ce shiboud. Mais pourtant, ce shtar n'a aucune valeur puisqu'il ne pouvait pas vendre, le terrain ne lui appartenait pas. Donc on voit malgré tout que je garde une partie du shtar, la partie vraie du shtar, c'est-à-dire le shiboud, même si la vente n'est pas valable. Alors l'agma dit non, shtar, ce n'est pas comparable. Atam, là-bas, comme nous avons vu dans le premier Pérec, lorsque Reuven a volé un terrain à Lévi et le vend à Shimon, en général, Reuven va s'efforcer de racheter le terrain par la suite à Lévi pour le laisser dans les mains de Shimon. Et la Gemara donne là-bas deux raisons. Ou bien parce que Reuven ne veut pas être appelé demain voleur, ou bien parce que Reuven veut garder la confiance que Shimon a en lui. Donc là-bas aussi bien d'après ce Mandé Amar, que Reuven ne veut pas être appelé voleur, ou bien il veut garder cette confiance avec Shimon.
Mefayes les marais ou mokim les shtare. Donc il va être mefayes, c'est-à-dire il va faire en sorte d'aller racheter le terrain, de s'arranger avec Shimon pour que le shtar soit valable. Donc ce shtar-là, c'est-à-dire le shtar que Reuven a écrit comme quoi il vend le terrain à Shimon, c'est vrai que sur le moment c'était un shtar qui n'est pas valable puisque le terrain n'appartenait pas à Reuven, mais comme nous savons que Reuven va s'efforcer de racheter ensuite le terrain, donc le shtar a quand même une valeur. Mais Acha, ici, ici dans le cas de celui qui lui avait fait du chantage et donc il avait auparavant vendu le terrain, donné le terrain à son fils pour pouvoir ensuite le vendre, mais la vente serait donc annulée puisque le terrain ne lui appartenait pas. Là-bas, son intention était de sauver le terrain des mains de l'acheteur, et donc c'est sûr qu'il ne va pas être Mekaim le shtar. Shtara Mekaim le avec un point d'interrogation, donc le shtar est effectivement pasoul. Donc la Gemara maintient que peut-être un shtar qui est pasoul, c'est-à-dire puisque ce n'est pas un bon shtar, on ne pourra pas non plus utiliser le shiboud nechassim, c'est-à-dire l'hypothèque qui est marquée dans le shtar. Mais un shtar qui peut être écrit, ou même si au moment de la vente, il ne pouvait pas être écrit, mais puisque Rouven s'efforcera, dans le cas que nous avons vu, de racheter le terrain, donc là, le shtar a une valeur, au moins pour le shiboud nechassim, et on en tiendra compte. On poursuit avec une nouvelle Mishnah, Matnitin. Les dynimes de cette Mishnah, nous avons déjà vu tout au long de ce Pérec, En poskim ala perot atchetze hashar. On ne peut pas fixer un montant sur des fruits tant que jusqu'à ce que sorte le prix des fruits sur le marché. C'est-à-dire, Reuven donne de l'argent à Shimon et lui dit, je t'achète aujourd'hui tant de kilos de fruits par cet argent et tu me donneras plus tard les fruits quand tu les auras, même si le montant des fruits augmentera par la suite, il a payé en fonction du montant d'aujourd'hui. Si yatsa achar, c'est-à-dire que si sur le marché, le prix des pommes a été fixé. Aujourd'hui, les pommes sont à 10 le kilo. Il lui a donné 1000 pour 100 kilos. Il recevra tout au long de l'année 100 kilos, même si par la suite le prix des pommes va augmenter et atteindra 12, 15. Il n'y a pas de problème de ribit. Parce que yatsa achar, le prix est sorti sur le marché. Et donc, il aurait pu, avec l'argent que je lui donne aujourd'hui, aller acheter des fruits. Mais yatsa achar, poskim. Si le shahar est donc sorti, il y a un prix poskim, on peut fixer dès maintenant. Rafal Pichen, la Seyeshlazé, même si lui n'a pas de fruits, mais un autre a des fruits, avec l'argent que je lui ai donné, il pourra aller en acheter. Hayaou Trilan la Kotsri, dans le cas où lui, c'est-à-dire celui qui accepte l'argent, faisait partie des premiers qui ont moissonné leur champ, donc il a tout un gadiche, toute une meule. Le shahar, le prix n'est pas encore sorti sur le marché. Posek moi la gadish. Je peux fixer aujourd'hui une somme, lui dire voilà, je t'achète tout le gadish pour telle somme, et tout au long de l'année, tu me donneras le blé de ce gadish, de cette meule, même si le prix par la suite ne correspondra pas à l'argent que je t'ai donné aujourd'hui. Et là, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'il a aujourd'hui des fruits. Donc, puisqu'il a des fruits, c'est-à-dire ce blé, il n'y a pas de problème de ribit. Puisque dès maintenant, je deviens propriétaire, lorsque j'ai acheté ce gadish, cette meule, je deviens propriétaire du blé. Et donc, puisque je deviens propriétaire, Rachid nous explique, il n'est pas vraiment propriétaire puisqu'il n'a pas encore tiré, il n'a pas pris le blé, il n'a pas de meshira. Mais étant donné que même lorsqu'il n'a pas, c'est dans un cas pareil, s'il n'avait pas, et que l'oyatsa achar, ce n'est qu'un avak ribit midirabanan, puisque c'est sous forme de vente, comme nous l'avons vu déjà au début du Pérec. Donc dans ce cas-là où il a du blé, les Chachamim m'ont dit que c'est permis, puisque c'est comme si je lui achète le blé qu'il a aujourd'hui. Donc même si le prix n'a pas été fixé sur le marché. De même, je peux donner de l'argent à la Habit Shel Anavim sur un grand récipient où on mettait là-bas le raisin pour qu'il puisse bien mûrir. Ve'al me'atan shel zetim, c'était aussi un keli dans lequel on mettait les olives pour qu'elles puissent bien mûrir. Ve'al betzim shel yotzer, ou bien si je paye aujourd'hui pour betzim shel yotzer. Betzim shel yotzer, Rachid nous explique, c'est dire un premier morceau de terre cuite, de terre d'argile, que par la suite le potier va utiliser pour fabriquer ses milles, pour fabriquer ses cruches. Donc lorsqu'il y a déjà ce
on appelle Betsim, c'est-à-dire cette œuvre du Yotzer, je peux déjà lui donner de l'argent, il me donnera les cruches par la suite, même si le prix changera, c'est comme si je l'ai acheté dès aujourd'hui. Valacid, Mishako, Bekivshan. Ou bien même sur de la chaux, lorsque cette chaux a été montrée dans la fournaise, qu'on a mis là-bas les pierres, le bois pour tout faire brûler, pour avoir de la chaux, donc je peux dès maintenant acheter. Ou posek imo ala zevel kol imot hashana. On peut aussi fixer avec lui sur tous les zével, c'est-à-dire le fumier qu'il aura de tous les déchets de sa maison, kol imot hashana, pour toute l'année. Et Rabbi Yossé Omer, non, en poskim ala zevel imken aitalo zevel be'ashpa. Rabbi Yossé dit, on ne peut fixer un prix, donc payer aujourd'hui pour recevoir le fumier par la suite, que s'il y a déjà du fumier dans les décharges. Chamim matirim et chamim permet. Nous reviendrons sur cette marloquette dans la Gemara. Au posek immo sha'ake sha'ar agavoa, c'est-à-dire qu'il peut aujourd'hui fixer en fonction du sha'ar agavoa, c'est-à-dire que si le prix va baisser par rapport à aujourd'hui, mais tu devras me donner comme le prix de plus tard. Que signifie Gishara Gavoa? Rachid nous explique Gavoa, c'est lorsque le montant, la somme, le prix des fruits va diminuer, et à ce moment-là, on pourra avoir pour peu d'argent plus de fruits, c'est pour cela que c'est appelé Gavoa par rapport aux fruits. Donc je peux aujourd'hui donner de l'argent pour, on va dire, je donne 10 pour avoir 1 kilo, même si, donc je fixe que par la suite, si le prix du kilo sera de 5, tu me donneras 2 kilos. Rabbi Yehuda Omer, afalpish lo pasak imo beshar agavoa, yachol lomar lo ten li kaze ou ten li maotai. Rabbi Yehuda pense que même si sur le moment, il n'a pas fixé, que même si le prix de ses fruits diminue, donc on n'a pas fixé qu'il me donnera plus de fruits, malgré tout, je peux lui dire, ou bien ten li kaze, donne-moi comme ce que les fruits valent aujourd'hui, oten liet maotai, ou rends-moi mon argent. Mais Rachid nous dit, étant donné qu'il n'a pas pris sur le moment les fruits, donc il peut ensuite revenir sur cet achat. Bien qu'il a déjà donné de l'argent, donc il devrait y avoir Mishepara, malgré tout, nous dit Rachid, il n'y a pas de Mishepara, puisque son intention était de donner de l'argent pour recevoir aujourd'hui des fruits. Mais si c'est pour les recevoir par la suite et que le prix va changer, là il n'y a pas de Mishepara, puisque en général un homme ne va pas donner aussi aujourd'hui de l'argent pour payer aujourd'hui en fonction du prix seulement d'aujourd'hui, si par la suite les fruits vont baisser. Nous allons reprendre toute cette Mishnah. Tout d'abord, la Gemara nous dit Amar Ravasi Amar Rabbi Yochanan. En poskim al shar shebashuk. Ravasi nous dit au nom de Rabbi Yochanan, on ne va pas fixer en fonction du sha'ar shebashuk, c'est-à-dire en fonction du prix qui se trouve sur le marché. Amar le Rabbi Zira le Ravasi Amar Rabbi Yochanan afilu kedurmus hazeh. Rabbi Zira s'étonne et dit à Ravasi qui rapporte cet enseignement de Rabbi Yochanan, et lui dit, est-ce que Rabbi Yochanan a dit afilu kedurmus hazeh? Durmus, Rachid nous dit, c'était une boucherie, une grande boucherie, où il y avait un gros débit. Est-ce que même dans ce cas-là, Amarle lui a dit non. Lo amar Rabbi Yochanan la beshuk shalayarod lo kvietarayu. Rabbi Yochanan a dit qu'on ne tient pas compte du sha'ar, du chouk, du marché, lorsqu'il s'agit de villes, dès lo kvietarayu, où le montant n'est pas fixe. La Gemara continue, man de salik adatin meikara d'amar Rabbi Yochanan afilu kuturmus hazeh. C'est-à-dire d'après Rabbi Zira qui pensait que Rabbi Yochanan avait dit qu'on ne peut pas donner de l'argent pour recevoir par la suite des fruits ou toute chose, si le prix, en fonction du prix qui changera par la suite, et même dans le cas où le prix a déjà été fixé, bachouk dans le marché, qu'on va dire, même si le prix a été fixé comme ce église, comme cette boucherie, donc c'est-à-dire en aucun cas Rabbi Yochanan ne permettait de payer aujourd'hui en fonction du prix d'aujourd'hui pour recevoir plus tard. Mais alors comment Rabbi Yochanan aurait expliqué la matnitim de katanen poskim à la perotachetze ashar yatsa ashar poskim? Alors comment on aurait compris cet enseignement de la Mishnah qui a marqué qu'on ne peut pas donner de l'argent pour recevoir des fruits par la suite tant que le prix n'a pas été fixé sur le marché. Mais si le prix a été fixé, yatsa ashar poskim,
Donc comment Rabbi Yochanan pourrait nous dire que non, en poskim achar shebashuk, si vraiment Rabbi Yochanan, comme on l'a compris au début, ne parlait pas des petites villes où le prix n'était pas fixe, mais parlait même d'une grosse boucherie, c'est-à-dire le prix faisait référence dans cet endroit-là. Alors, Echim Ashkachatla, comment on va expliquer la Mishnah? Et la Gemara répond, Matnitin bechite de achlabe ve'arbe de mashor etfe. Notre Mishnah, on expliquera qu'il s'agit be'achlabe ve'arbe. Rachid nous dit, c'est lorsque les premiers particuliers, ceux qui ramassent les fruits, vont commencer à ouvrir leurs réserves et que les bateaux vont venir par le fleuve pour apporter la marchandise qu'ils vont vendre. Et à ce moment-là, Dlagma Mashor Tarayu, c'est-à-dire le prix va être fixé pour longtemps. Là, dans ce cas-là, Rabbi Yochanan aurait été d'accord qu'on peut fixer, étant donné que c'est un char, un prix qui est fixé pour un long moment. Mais peut-être, c'est ce qu'on pensait au début, si c'était donc pour une courte période, là on ne pouvait pas tenir compte de ce sha'ar. Et en fin de compte, nous avons vu que Rabbi Yochanan n'avait pas dit cela, et Rabbi Yochanan avait dit que dans Shuk Shel Hayarot, si le prix n'était pas fixé, même pour un moment, là on ne pouvait pas, mais s'il était fixé, on pouvait. Nous allons continuer avec une braïta. Tanoura banan, poskim ala perot atchietse hashar. On ne pourra pas fixer sur des fruits, c'est-à-dire donner de l'argent pour recevoir des fruits par la suite, tant que le prix n'a pas été fixé sur le marché. Yatsa hashar poskim. Si le montant était fixé sur le marché, on peut donner de l'argent. Même si lui, qui reçoit de l'argent, n'a pas de fruits aujourd'hui, mais il y a des fruits sur le marché, donc avec l'argent que je lui donne, il aurait pu aller en acheter. Hayu chadashot me'arba. Si la nouvelle récolte était de 4 mesures pour cette pièce, Vishanot, la vieille récolte Mishalosh, 3 mesures pour une pièce. Alors, en poskim atchietse achar le chadash vele yashan. C'est-à-dire, on ne peut pas fixer sur la nouvelle récolte tant que le sha'ar de la nouvelle et de l'ancienne récolte n'est pas arrivé au même prix. C'est-à-dire, nous explique Rashi, pourquoi la nouvelle récolte c'est 4 mesures pour une pièce et la vieille récolte c'est 3 mesures. Pourquoi la vieille récolte est plus chère? C'est parce que la nouvelle récolte n'a pas eu le temps de sécher. Et donc, celui qui veut prendre le blé pour le moudre a besoin d'abord de faire sécher le blé. Donc lorsqu'on va donner de l'argent pour la nouvelle récolte, en vérité je ne veux pas la recevoir aujourd'hui. Je veux attendre qu'elle sèche. Donc je ne peux pas donner de l'argent aujourd'hui pour recevoir la nouvelle récolte 4 mesures, 4 CA pour un CELA, tant que le sha'ar n'est pas le même pour la nouvelle récolte et pour l'ancienne récolte, étant donné que moi je veux recevoir une récolte plus tard, lorsqu'elle sera considérée comme la vieille récolte d'aujourd'hui. Donc il faut que la vieille récolte d'aujourd'hui soit aussi de 4, sinon il y a un problème de ribit. Ayou lekutot me'arba. Ulkol adam mishalosh. La Braïta continue et nous dit les récoltes qui sont appelées lekutot, c'est-à-dire ramassées de plusieurs champs, sont moins bonnes que les récoltes d'un champ. Pourquoi? Parce qu'il y a des mélanges. Souvent, nous dit Rashi, il y a des épis de seigle qui sont au milieu d'épis de blé. Et donc les lekutot, lorsqu'on prend une récolte qui a été ramassée de plusieurs endroits, le prix est de 4 pour une pièce. Ou le kol adam, mais de tout homme, c'est-à-dire d'une seule personne, mishalosh, c'est 3 mesures pour une pièce. Eh bien, en poski machetse achar le loket vela mocher, c'est-à-dire je ne pourrais pas fixer avec un balabait, c'est-à-dire lui donner de l'argent aujourd'hui pour qu'il me donne de la récolte, c'est-à-dire 4 mesures pour la somme que je lui donne aujourd'hui, étant donné que ça c'est le prix des lekutot seulement de la récolte qui est ramassée de plusieurs endroits, mais ce n'est pas le prix du particulier. Donc je ne pourrais le faire seulement si le prix est le même pour la récolte qui est ramassée, pour le particulier qui vend, que ce soit le même prix de 4 mesures pour une pièce. Là, dans ce cas-là, je pourrais. Sinon, je ne pourrais pas, parce qu'il y a aussi un problème de ribit, puisque le prix aujourd'hui est que de 3 mesures, donc je ne peux pas lui donner de l'argent pour qu'il me donne 4 mesures pour une pièce. Amar Rav Nachman. Rav Nachman continue, nous dit poskim les lekutot que shara lekutot.
je peux donner de l'argent pour recevoir des récoltes ramassées de plusieurs champs, comme le prix des lekoutot, c'est-à-dire de la récolte qui est ramassée de plusieurs champs. Amarle Rava le Rav Nachman, Rava dit à Rav Nachman, mais maïshena loket, deilet le yazif, milakot ravre. C'est pourquoi tu dis que je peux donner de l'argent pour une récolte qui est ramassée lorsque le prix a été fixé, parce que s'il n'a pas, il peut lui emprunter de quelqu'un d'autre, il peut emprunter d'une récolte qui a été ramassée. Mais alors, balabait namé yazif milakot. Même le balabait aussi peut aller emprunter et prendre milakot de la récolte qui a été ramassée de plusieurs champs. Amarle, il lui dit non. Balabait dit la bemilte les mezaf milakot. Le balabait, lui, aura honte d'aller ramasser une récolte qui provient de plusieurs endroits, puisque la récolte n'est pas aussi belle. Donc lui ne voudra pas emprunter de quelqu'un d'autre, donc je ne peux pas aujourd'hui donner de l'argent pour recevoir d'un balabait en fonction du montant de la récolte qui est ramassée. Oui, vaïtema, ou encore je peux te dire, mandeyev zuzé les balabait à peresh à periev. Celui qui donne de l'argent à un balabait en particulier, c'est pour recevoir des bons fruits et pas des fruits qui sont ramassés de plusieurs champs. Nous allons nous arrêter ici à Amar Rav Sheshat. Nous prendrons Bezrat Hashem à la suite de cette soumia. Nous poursuivons avec Merot Halakha Daf Ain Bet. Lorsque un homme veut vendre un objet, il est prêt à le vendre à crédit. Le vendeur pourra vendre sa marchandise plus cher que le prix habituel et de demander donc un prix en tenant compte qu'il ne reçoit pas son argent tout de suite. Et là, il n'y a pas de ribit tant qu'il n'a pas précisé que si l'acheteur achetait et payait immédiatement, le prix aurait été moins élevé. Donc, par exemple, un objet qui vaut 10 dinarim en général, le vendeur peut le vendre 12 en se disant qu'on lui payera en plusieurs paiements, mais à condition qu'il ne dise pas, si tu me payes tout de suite, je te le vends pour 10. Bien que le prix véritable de cet objet est de 10 dinarim, et donc lorsqu'aujourd'hui il le vend pour 12, donc il y a 2 en plus, c'est parce qu'il ne reçoit pas son argent tout de suite, malgré tout, comme c'est un issour ribit qui n'est que midera banane, parce que c'est sous forme d'achat et de vente, dans ce cas-là où on ne voit pas explicitement, ce n'est pas visible, qu'il a augmenté le prix de la marchandise et il demande les 2 dinarim parce qu'il ne reçoit pas son argent tout de suite. D'ailleurs, il n'a pas dit qu'il était prêt à recevoir 10 si on lui paye aujourd'hui. Donc dans ce cas-là, les chachamim n'ont pas interdit puisqu'on ne voit pas véritablement le ribit. Donc ce que nous avons vu, que si le vendeur ne précise pas que s'il paye immédiatement, il recevra un prix moins cher, là c'est permis, c'est dans le cas où sur cette marchandise, le prix n'est pas connu. Mais si c'est une marchandise où le prix est connu, tout le monde sait que ce prix est en général, on va dire, de 1000, et on voit qu'il réclame 1200, et on sait qu'il réclame 1200 parce qu'il ne recevra pas son argent tout de suite, là, ce sera interdit, il y a là un issour de ribit. De même, si il augmente le prix de la marchandise, il le double, ou là vraiment c'est visible, tout le monde pourra se rendre compte qu'il réclame un tel prix parce qu'il propose des paiements. Dans ce cas-là, c'est comme s'il avait dit le prix de cet objet vaut tant, et je réclame plus parce que je propose des paiements reportés, et donc dans ce cas-là, il y a une interdiction de ribit.